Bonjour à toutes et tous. Donc, ce séminaire est destiné à l'ensemble des adhérents de la FHP et du SINERPA. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce 5e webinaire consacré à la prévention des risques professionnels, organisé avec la CARSAT du Sud-Est et en partenariat avec la CNAM, que je remercie vivement. Les 3 premiers webinaires de cette série ont été consacrés à la démarche de prévention des risques professionnels dans les établissements de santé, allant de l'évaluation des risques à l'élaboration d'un plan d'action à la suite d'un accident de travail, en passant par la préparation du projet de prévention. Le 4e webinaire était davantage orienté vers la prévention des risques psychosociaux. Le 5e aujourd'hui, que nous vous proposons, est consacré au fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle que l'on appelle le FIPU, institué par la dernière réforme des retraites. Il porte plus particulièrement sur les modalités pratiques d'accès aux subventions associées pour soutenir vos politiques d'entreprise en matière de prévention des risques ergonomiques. Ce webinaire sera animé par Madame Stéphanie Barthélémy, ingénieure conseil, en charge du département des incitations financières au sein de la direction des risques professionnels de la CARSAT du Sud-Est. Monsieur Frédéric Gérald, contrôleur de la sécurité à la direction des risques professionnels également à la CARSAT du Sud-Est. Sandra De Freitas et Monsieur Fabien Azinari, expert des incitations financières au sein de la direction des risques professionnels de la CARSAT du Sud-Est, répondront à l'intégralité de vos questions via le chat. Après avoir rappelé quelques données statistiques sur notre secteur, nos intervenants présenteront les risques ergonomiques, les actions de prévention, de sensibilisation et les aménagements de postes qui peuvent être pris en charge dans le cadre des subventions proposées par le FIPU, dont les montants peuvent être améliorés en cas de signature d'un accord de branche. À ce titre, j'ai le plaisir de vous informer que l'extension récente de notre accord de branche relatif aux métiers les plus exposés à des risques ergonomiques prévus par le Code du travail, par un arrêté du 4 février 2025, et ça a été publié au JO le 31 mai. Cet accord, en cours de validation par la Commission accidents du travail et maladies professionnelles, vous permettra donc de bénéficier prochainement de financements supérieurs à ceux applicables aujourd'hui au titre du FIPU. Notre texte recense les métiers et activités qui sont les plus exposés aux risques ergonomiques dans notre branche, à la suite d'un travail réalisé pour le compte des partenaires sociaux par le cabinet Didactem, que je remercie pour son implication. L'accord propose également des mesures de prévention humaine et organisationnelle. Nous ne manquerons pas, bien entendu, de revenir sur ces modalités d'application plus en détail une fois qu'il aura été validé par la Commission d'accidents du travail et maladies professionnelles. Avant de passer la parole aux équipes de la CARSAT du Sud-Est, je souhaiterais préciser juste quelques éléments pratiques. À l'issue de la présentation faite par nos intervenants, un long temps d'échange permettra de répondre à vos interrogations, que vous pouvez d'ores et déjà poser dans le chat à votre disposition, et certaines réponses pourront aussi vous être apportées par écrit au fil de l'eau. Ce webinaire vous sera également proposé en replay, et nous préparons différents outils pour vous faciliter l'utilisation de ce dispositif d'accompagnement à la prévention des risques ergonomiques. Sans plus attendre, la FHP et le SINERPA vous souhaitent un bon webinaire et je laisse la parole à Madame Barthélémy et Monsieur Gérald, que je remercie vivement pour l'accompagnement et les conseils opérationnels qu'ils apportent aux établissements de notre branche. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur Bazin, pour cette excellente introduction. Donc oui, on poursuit notre partenariat avec cet esprit web série qu'on a partagé avec le SINERPA et la FHP. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir ces deux fédés réunis pour justement partager un moment sur le fonds d'investissement pour l'usure professionnelle. C'est vrai que les différents webinaires qu'on a pu travailler ensemble, parler d'éléments techniques ou d'organisation. Et là, on va parler de financement plus précisément
pour aider à mettre en œuvre les mesures de prévention dans vos établissements. Donc, je vais partager cette présentation qui va nous permettre de balayer les différents aspects de cette aide. J'espère que je suis en visu. Ouais, on est OK. Voilà. Merci. Voilà. Alors, dans un premier temps, voilà, on aura 5 temps forts. Le premier sur une partie statistique par rapport au secteur d'activité, pour un peu se positionner vis-à-vis des autres secteurs d'activité et aussi en interne en fonction des métiers. Les subventions, les 4 types de subventions, les plafonds par investissement et bien évidemment l'aspect vraiment pratico-pratique sur la mise en œuvre de ces aides. Dans un premier temps, c'est-à-dire que voilà, pour essayer de faire, d'avoir un regard sur toutes les activités du régime général, il faut savoir que ben, l'activité du secteur sanitaire et médico-social représente 10% de l'ensemble des salariés. Donc c'est quand même quelque chose de significatif, à savoir qu'au niveau de l'ensemble des accidents du travail, par rapport aux activités ORSMS, donc le reste du régime général, on est quand même avec une activité qui représente 16% des accidents du travail avec arrêt. Le secteur sanitaire et médico-social représente un AT sur 6, d'où l'intérêt qu'on doit porter à ce secteur d'activité, bien évidemment, en tant qu'assureur solidaire, mais aussi pour l'amélioration des conditions de travail des équipes en place. Pour un repère, déjà entre l'activité hospitalière qui représente 32 accidents du travail carré pour 1000 salariés, hein, le rappel justement de qu'est-ce qu'est l'indice de fréquence, c'est toujours un nombre d'accidents du travail avec carré par tranche de 2000 salariés pour avoir un peu un repère qui s'affranchit des tailles d'entreprise. L'aide à domicile reste quand même le premier poste en tension sur les accidents du travail. De manière globale, voilà, on a essayé de faire un petit graphique où vous pouvez apercevoir des blancs avec, par exemple, 2020, on connaît l'origine 2020, Covid. Donc, c'était une année blanche où on n'a pas pu faire de requêtage sur l'indice de fréquence du secteur. Mais déjà, on peut avoir une tendance avec l'activité hospitalière qui est en dessous des 40 accidents du travail carré pour 1000 salariés et les deux secteurs en tension qui sont les EHPAD et l'aide à domicile. Sur l'activité hospitalière, le fait saillant, c'est qu'effectivement, on est toujours sur les manutentions manuelles, dont 32% sont bien le siège des lésions et bien le dos, dans tout ce qui est porté. Les maladies professionnelles, bien sûr, en première ligne avec le tableau 57 et 98. Et en seconde position, les chutes de plein-pied, qui sont le poste qui vient juste après les manutentions. Dans les EHPAD, le fait saillant, c'est qu'aujourd'hui, on avait des chiffres jusqu'à 2022, 2021, et la nouvelle liste des statistiques est sortie pour 2023, et on peut observer un fléchissement de la courbe et au niveau des points bleus. Donc, on était au-dessus de 80 accidents avec arrêt pour 1000 salariés. Et en 2023, on est en train de tendre vers, de s'approcher vers les 80. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Pour la partie aide à domicile, enfin, pour la partie EHPAD, ben, aussi toujours les manutentions manuelles. Donc, on peut s'apercevoir que ce soit hospitalier ou EHPAD, ben, on est sur le même problématique, les mêmes problématiques, avec toujours bien évidemment les maladies professionnelles des tableaux 57 et 98 qui sont en ligne. Au niveau de l'aide à domicile, ben, sans surprise, avec des proportions différentes, mais les manutentions de bénéficiaires sont toujours au centre de nos préoccupations. De manière générale, ben, évidemment, c'est la première cause d'arrêt. Le profil, ben, ce sont les soignants, bien évidemment. Et on peut s'apercevoir que 80% des TMS sont dus à la mobilisation de personnes dépendantes. Et pour 2023, c'est plus de 9000 maladies professionnelles reconnues,
soit 9,7 par rapport à 9,7% de plus par rapport à 2022. Donc autant en termes d'accidentologie, on réduit, mais en termes de maladies professionnelles, il y a quand même une progression. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet sur la prévention des risques ergonomiques. Et à ce sujet-là, je laisse la parole à Stéphanie Barthélémy. Tous. Alors, la subvention prévention des risques ergonomiques, alors qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, c'est un nouveau fonds qui a été créé en même temps que la loi retraite afin de prévenir en fait tout ce qui va être risque musculo-squelettique et afin de maintenir je veux dire, en bonne santé les salariés dans les entreprises. Donc, l'objectif, c'est bien de prévenir les risques ergonomiques, alors à la fois les postures pénibles, les manutentions manuelles de charge et les vibrations mécaniques. Qui sont les bénéficiaires du FIPU? Donc, nous avons les entreprises qui relèvent du régime général, tout effectif. Donc, ça, c'est une grande nouveauté, puisqu'on s'adresse vraiment à toutes les entreprises, petites ou grandes entreprises, et les travailleurs indépendants qui se cotisent à l'assurance volontaire accident du travail. Il faut savoir que le budget est très important, puisque cette année, il s'agit de 12,5 millions d'euros pour la CARSAT Sud-Est. Et aujourd'hui, tous nos budgets sont au vert, c'est-à-dire qu'en fait, on a de l'argent, on a du budget. En fait, donc, vous verrez à la suite de ce webinaire, et vous pouvez faire vos demandes, puisqu'en fait, elles pourront être honorées, puisqu'en fait, aujourd'hui, on est sur une consommation qui est très faible depuis le début de l'année, malgré le budget de 12,5 millions. Je vais demander du coup à Frédéric s'il peut passer la diapo. Alors voilà, donc en fait, la subvention prévention des risques ergonomiques, nous allons avoir 4 types d'actions, 4 types de subventions. On va avoir des actions de prévention, donc alors qui vont se manifester sous forme d'équipement, de diagnostic ou de formation, des actions de sensibilisation avec la réalisation d'actions de sensibilisation aux facteurs de risque ergonomique, des aménagements de postes sur proposition du médecin du travail, et enfin, la prise en charge de frais de personnel qui vont être dédiés à la prévention des risques ergonomiques. On va venir très concrètement, donc je vais vous présenter la liste des cahiers des charges, mais on va venir concrètement sur les matériels qui peuvent être financés dans vos secteurs d'activité. Alors, concernant les actions de prévention, donc je vais demander à Frédéric s'il peut passer la diapo, merci beaucoup. Donc en fait, sur les actions de prévention, donc on va pouvoir financer des formations TMS qui font partie d'une liste limitative. On va pouvoir prendre en charge également des équipements génériques qui vont faire partie d'une liste limitative d'équipements. Donc vous la voyez sur le côté, en fait, par exemple, on va avoir les lève-personnes sur rail en configuration en H uniquement avec moteur et harnais. On va avoir, par exemple, des autolaveuses, on va avoir des tables élévatrices motorisées. Donc, en fait, on a ce cahier des charges qui est sur le côté. Et en fait, on va ne pouvoir prendre en charge que les équipements qui font partie de cette liste limitative d'équipements. Concernant les formations, on va avoir également une liste limitative de formations. Donc, en fait, on va pouvoir passer sur la diapo suivante, puisqu'en fait, vous allez pouvoir voir, concernant votre secteur, les formations qui sont éligibles. Donc, concernant l'aide et soins à la personne à domicile, donc on va pouvoir prendre en charge la formation de dirigeants, développer et manager la prévention des risques pour les secteurs d'activité du sanitaire et médico-social et de l'aide à domicile. On va pouvoir prendre en charge la formation APS-ASD. On va pouvoir prendre en charge également la formation AP-ASD, la PRAP2S, l'APS-ASD et la PRAP. Bon, la PRAP2S, je l'avais déjà dit. Et donc, sur les aides et soins à la personne, on va pouvoir prendre en charge la formation de dirigeants, développer et manager la prévention des risques pour les acteurs d'activité du sanitaire médico-social et de l'aide à domicile. On pourra prendre en charge également la formation prévention des risques liés à l'activité physique. Et on pourra prendre en charge également la formation de devenir animateur en prévention dans le secteur médico et social. Donc, si on suit sur les matériels qui vont pouvoir être pris en charge donc, dans vos secteurs d'activité, donc on va pouvoir prendre en charge les lève-personnes sur rail, donc configuration en H avec moteur et harnais. Donc les équipements financés seront les rails de transfert exclusivement en configuration en H, les moteurs associés au rail, alors là par contre qu'ils soient fixes, décrochables ou débrochables, et les harnais qui sont associés au rail. Et ce qui est important également de signaler, c'est que les rails, les moteurs et les harnais peuvent être financés indépendamment.
c'est-à-dire que les moteurs financés seuls et les harnais financés seuls peuvent être associés à tout type de rail. Donc là, pour le coup, on peut financer sur des configurations en H, configurations en L. Donc, les exclusions sont les modèles de moteurs qui sont nommables et portables, et les accessoires, par exemple, les pesons. On a également les lève-personnes mobiles, par exemple sur roulette, que l'on ne pourra pas prendre en charge. Donc là, je vais laisser Monsieur Gérald faire un petit zoom sur les rails. Alors, c'est vrai que les rails plafonniers aujourd'hui sont une des mesures qu'on porte pour un besoin très spécifique pour les personnes sans appui. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité quand même faire un zoom et expliquer certains éléments que vous pourrez retrouver dans la recommandation R471 qui va définir justement quelles aides techniques sont à mettre en œuvre en fonction du niveau d'autonomie du patient, du résident, du bénéficiaire. Donc sur cette partie-là, le FIPU aide sur les équipements en H. Donc c'est vrai que les équipements en H ont deux particularités majeures. C'est dans le premier point, c'est au niveau de la prise en charge du résident, par exemple, sur son lit pour l'amener au fauteuil. On regardera toujours cet aplomb entre le harnais et le moteur pour éviter de tirer et d'avoir un positionnement pas toujours ajusté par rapport au lit pour le résident. Un autre point intéressant pour les moteurs, enfin pour les rails en H, c'est qu'on peut essayer de récupérer en tout point de la pièce une personne qui aurait chuté au sol. D'autres éléments qui sont intéressants à partager aujourd'hui, c'est souvent la question est posée sur la notion, mais où est-ce qu'il faut que j'en mette et combien je dois en mettre et à quel moment ben, je suis équipé. Donc il y a plusieurs réponses qui sont possibles. Aujourd'hui, c'est les réponses qui sont présentées, c'est dans toutes les chambres qui le nécessitent au regard du nombre de personnes sans appui dans l'établissement. Bien évidemment, les unités protégées ne sont pas concernées par cet équipement. Dans un établissement, ben, ils sont exclus du radar puisque les problématiques ne sont pas les mêmes. Pour ce qui est des équipements dans les chambres, il y a plusieurs profils, le rail en H, au travers d'un contrat de prévention ou d'acquisition spontanée des établissements, le rail en courbe ou le rail droit va pouvoir aussi être appliqué pour le transfert uniquement, puisqu'on va concentrer notre énergie sur le transfert du lit à un équipement, alors que ce soit une chaise de douche ou un fauteuil roulant, et l'inverse est vrai aussi. Et au niveau technique, il y a des éléments où aujourd'hui on se posait encore la question sur certains établissements, soit des établissements des fois même classés au patrimoine, donc, et qui se retrouvent avec des plafonds qui ne sont pas du tout adaptés pour pouvoir supporter des rails. Mais les fabricants de rails aujourd'hui ont une réponse puisqu'ils vont pouvoir poser des rails en latéral qui reposeront sur, qui seront fixés aux cloisons avec une répartition des points d'ancrage qui permet de répondre à la prise en compte de la charge par rapport aux résidents. Donc voilà, et tout s'améliore. Il y a différents modèles qui sont proposés. Et au niveau de la quantité d'équipement, ben, c'est toujours un peu la jeu en se disant, ben, si raisonnablement, déjà, je me préoccupe des endroits prioritaires dans mon établissement ou dans lesquels ben, il n'y a pas d'ambiguïté sur la prise en charge du bénéficiaire, du résident ou le rail plafonnier par rapport à cette personne sans appui est le plus approprié, ok. Dans les EHPAD, par exemple, la question revient souvent, c'est oui, mais si je le mets dans la chambre 70 et que j'en ai besoin à 65 qui n'est pas équipé, ben c'est là où commence la stratégie de déploiement de mon équipement de chambre en rail. Parce qu'il y a une partie qui doit être faite sur les rails et une partie sur les moteurs. Donc, c'est vrai que si on voulait avoir quelque chose, c'est équiper toutes les chambres de rails et de moteurs fixes, serait idéal. Aujourd'hui, on a une réalité qui fait qu'on n'est pas tous en capacité de pouvoir répondre à la question de cette manière. Donc, l'objectif souvent vers lequel il faut tendre, alors peut-être avec un retour sur investissement 4 ou 5 ans, c'est de se dire, ben, je vais commencer à équiper déjà les chambres qui le nécessitent par rapport à mon évaluation du niveau d'autonomie de mes résidents. C'est ensuite se dire, ben, dans un plan d'équipement, un plan de poursuite d'équipement, ben, c'est prendre 5 à 10 rails chaque année ou peut-être plus en fonction de ses capacités budgétaires pour poursuivre le déploiement. Et sur la partie moteur, qui est un peu plus importante financièrement,
ben, c'est regarder ce qu'on a en capacité de pouvoir produire sur un ou deux moteurs chaque année, en possibilité sur des moteurs, on va dire, réversibles. Donc, c'est des moteurs mobiles qu'on va pouvoir mettre soit en position nomade ou enfin, en position manuelle ou en position fixe. Donc, c'était voilà, c'était un peu les points d'appui. Si lors des questions, vous avez des compléments à demander, ben, c'est bien volontiers que j'y répondrai, mais je ne voudrais pas trop m'étendre sur ce sujet-là, puisqu'on a bien d'autres points à partager. On va prendre un autre exemple d'équipements qui sont finançables pour votre secteur. Donc, on a les Rolls et bacs manuels à niveau constant. Donc là, sur les équipements financés, donc en fait, ça va être des Rolls de type chariot grillagé à roues, manuels à niveau constant, qui sont destinés au transport, à l'entreposage ou à la distribution de produits divers. Donc là, on va penser essentiellement à tout ce qui va être transport de linge. On va penser aux bacs mobiles en forme de coffre manuel à niveau constant qui sont destinés au transport, à l'entreposage ou à la disposition de produits divers. Alors, ce qui est obligatoire pour la prise en charge de ces matériels, c'est que ces matériels soient équipés d'un mécanisme de fond mobile asservi au poids de la charge qui va permettre le maintien de la charge à un niveau constant et à une hauteur ergonomique. Et donc, différents mécanismes sont envisageables, hein, aucun n'est exclu, notamment les mécanismes à ressort calibrés. C'est la plupart du temps ce qui est utilisé dans les établissements et qui est plébiscité justement pour la lingerie. Alors, on va avoir également les tracteurs pousseurs, les timons électriques et tout ce qui va être roues motorisées, diable monte-escalier électrique et brouette électrique qui peuvent être pris en charge. Donc, en fait, tout ce qui pourra être équipé de roues motorisées, je vais donner un exemple, hein, je vais prendre l'exemple d'un hôtel, par exemple, on a pu prendre en charge le chariot à bagages. Donc, en soi, on n'a pas pris la structure du chariot, mais on a pris les roues motorisées qui permettent aux bagagistes de transporter les bagages dans une chambre. Donc, en fait, on peut financer les roues motorisées. Donc, les équipements financés sont uniquement les tracteurs pousseurs, timons électriques, roues motorisées, des diables monte-escalier électriques, des brouettes électriques à conducteurs accompagnants, donc à l'exclusion des modèles avec conducteur porté. Et pour avoir un repère aussi pour la roue motorisée par rapport aux chariots de distribution de repas, effectivement, ben, ça peut être, ça sera un atout pour mettre cette roue motorisée. Effectivement, par contre, il faut s'assurer que l'ensemble soit vendu par le même prestataire et pas une association de deux équipements indépendants. Pour le parti tracteur-pousseur, c'est très utilisé aujourd'hui, notamment dans les EHPAD, pour tout ce qui va être bac poubelle de plus enfin, de 250 litres, par exemple, où il y a par exemple des pentes qui font que ben, pour acheminer la poubelle le matin, ben, c'est très compliqué, donc on utilise ce matériel. Voilà, Oh, tac. Frédéric, ouais, et on a eu il Allez, manque c'est que bon. les autolaveuses. Donc voilà, donc on va pouvoir prendre en charge également les autolaveuses compactes. Donc les équipements financés, donc en fait, ça va être des autolaveuses électriques compactes avec conducteur accompagnant. Donc les autolaveuses à conducteur porté sont exclus. Alors, pensons à nos longs couloirs de circulation où à l'époque on faisait avec la serpillière, avec le mouvement 8, et quand on levait la tête, on voyait la longueur du couloir. Donc aujourd'hui, eh ben, ces équipements sont tout à fait appropriés pour réduire les conditions de réduire les problématiques de TMS pour les salariés. Voilà. Un autre exemple d'équipement qui va être finançable pour votre secteur, ce sont les tables élévatrices paramédicales pour les activités de soins esthétiques et de massage, de kinésithérapie. Donc en fait, donc là, en fait, on a une petite erreur sur la diapo, mais en fait, on est donc l'exclusion sur ce matériel. En fait, ça va être des tables élévatrices qui correspondent à des mobiliers de bureau réglables en hauteur. Donc ça ne sera pas pris en charge, ni les tables pliantes déplaçables. On est bien sur les tables élévatrices paramédicales pour activités de soins esthétiques ou de massage. On va pouvoir également, un autre exemple, ça va être les lève-lits électriques ou à énergie autonome. Donc, ils vont permettre le travail à hauteur en ajustant la hauteur du lit pour prévenir les risques liés aux manutentions manuelles et aux postures pénibles. Donc, on va être sur les deux types de lève-lits, hein, les lève-lits électriques et les lève-lits à énergie autonome. Bon, on va pouvoir passer justement sur la deuxième action. Voilà.
sur les risques ergonomiques toujours, bien sûr, avec l'action de sensibilisation et de communication. Voilà, Stéphanie, donc si tu là, peux nous en dire plus. on ne sera plus sur on ne sera plus sur les formations, mais sur des actions de sensibilisation et de communication. Donc, en fait, l'idée, c'est de participer au financement d'actions de sensibilisation et de communication des risques ergonomiques à destination des salariés. Donc, en fait, on va pouvoir financer des infographies, donc format papier ou web, qui vont être réalisées par un prestataire externe. On va pouvoir financer la création d'infographies, la création de documentation d'un site externe pour la prévention des risques ergonomiques. Mais attention, le prestataire doit être externe. Hein, ça, c'est obligatoire. On va également pouvoir financer des événements de sensibilisation aux risques ergonomiques, des ateliers, des forums, des réunions de sensibilisation. Mais là, pour le coup, on n'est pas sur des actions de formation. On est vraiment sur des réunions de sensibilisation. Et on pourra prendre en charge les frais logistiques, les frais de prestation de type animation, préparation, bilan externe pour un prestataire. Donc là, en fait, le plafond sans accord de branche est de 70% avec un plafond de 25 000 euros. Monsieur Bazin le disait tout à l'heure, donc vous avez un accord qui a été élargi et qui va être proposé à la 4MP donc, pour validation. Quand il sera validé par la 4MP, en fait, on pourra prendre en charge, suite à l'accord de branche, à hauteur de 85% sur un plafond de 50 000 euros. Et pour l'instant, on n'est pas encore dans ces conditions-là, puisque la 4MP n'a pas encore validé l'accord de branche. Alors Stéphanie, je ne voudrais pas déflorer, mais je pense qu'on va avoir une info de premier ordre Ah tout à l'heure. d'accord, ok, bah alors parfait, d'accord. Voilà. Donc c'est un scoop, c'est un scoop. Voilà, D'accord. voilà, on va rester sur D'accord. Donc, l'aménagement du troisième poste de type, travail. troisième type d'actions qui peuvent être prises en charge au titre du FIPU, ce sont les aménagements de poste. Alors là, attention, le cadre est restreint, puisqu'en fait, on est dans le cadre de financement de mesures individuelles d'aménagement d'un salarié qui s'inscrit dans une démarche de prévention de désinsertion professionnelle. Donc en fait, ce salarié va devoir rencontrer le médecin du travail. Le médecin du travail va faire une attestation qui est issue de l'annexe de l'arrêté du 16 octobre 2017. Hein, ça s'appelle annexe 4. Et dans cette annexe 4, le médecin va préconiser un aménagement de poste pour le salarié. Et là, on prendra en charge, alors côté CARSAT Sud-Est, enfin côté CARSAT, on prendra tout en charge, tout ce qui a été prescrit par le médecin du travail. Alors, avant accord de branche, dans la hauteur de 25 000 euros, prise en charge à hauteur de 70%. Avec accord de branche, donc plafond de 50 000 euros, prise en charge à hauteur de 85%. Mais il faut qu'on ait cette annexe 4 et on prendra tout en charge. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le cadre de la liste des matériels, des équipements dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que je vois le fil des questions sur le côté. Par exemple, quand vous parlez d'exosquelette, voilà, donc l'exosquelette ne fait pas partie de la liste limitative d'équipements. Donc, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on prendra en charge au titre du FIPU. Par contre, dans le cas d'un aménagement de poste, si un médecin venait à prescrire un exosquelette pour un salarié, en fait, on le prendrait en charge. Alors, c'est vrai Donc, en qu'on n'est fait, pas adepte de l'exosquelette, mais bon, après, forcé de. tu disais, Frédéric? Au niveau des exosquelettes, il y a toujours des questions qui sont posées. Mais Oui, bon, après, cette c'est partie-là. vrai qu'il y a beaucoup de questions sur les exosquelettes. C'est pour ça que, voilà, que je me permettais de faire une Tout à petite fait. aparté là-dessus. Bon, en sachant que nous, côté réseau INRS, les exosquelettes, pour l'instant, ne sont pas, voilà, sont pas préconisés. Puisqu'en fait, il peut y avoir dans certaines situations autant de, autant de risques que de bienfaits. Et Stéphanie, j'avais une question. Si le profil du salarié qui peut bénéficier de cet aménagement de poste, est-ce qu'il a un profil particulier ou c'est tout salarié? C'est-à-dire, C'est tout sous-entendant, salarié. est-ce que les personnes C'est en tout situation de salarié. Par handicap, contre, on doit vraiment être sur un salarié qui est en prévention d'un désinsertion professionnelle, mais dans ok. le cadre des risques ergonomiques. Par exemple, si on prend un salarié qui est en train de perdre la vue, Mhm. ça pourrait être un salarié qui est en prévention de désinsertion professionnelle. Par contre, pour le coup, on n'est pas dans le cadre de la prévention des risques ergonomiques. On n'est pas sur un salarié qui est exposé aux risques ergonomiques. Donc là, on ne prendra pas en charge l'aménagement de poste qui pourrait être prescrit par le médecin du travail. D'accord. Bah, du coup, Donc, je te remercie de ta question, Frédéric.
C'est parfait. Et d'ailleurs, je vais poursuivre en fait donc sur cette Hop, diapo, puisqu'en ouais, bah, fait, ça y est. il faut savoir également que par rapport à ces aménagements de poste, pour les salariés, donc là, j'ai parlé tout type de salariés. Je n'ai pas parlé des salariés qui étaient RQTH, donc les salariés qui ont la qualité de reconnaissance de travailleurs handicapés. Parce que là, pour le coup, en fait, on a mis en place une coordination donc avec l'AGFIP et Cap Emploi, et en fait, qui va nous permettre en fait de prendre en charge enfin, on va dire les institutions réunies, hein, on va pouvoir prendre en charge l'aménagement de poste à hauteur pratiquement de 100%. On pourrait aller jusqu'à une prise en charge de 100%, puisqu'en fait, Cap Emploi vont financer sur devis, tandis que nous, on va travailler sur les factures acquittées. Et donc, en fait, dès qu'un salarié va faire sa demande, Cap Emploi va envoyer la fiche de transmission par mail à la CARSAT Sud-Est avec l'attestation du médecin du travail et du devis. On enverra un mail d'éligibilité à la subvention FIPU aménagement de poste donc à l'entreprise, à Cap Emploi avec une copie à la GFIP et à Keops PACA Corse. Cap Emploi renverra le dossier de demande de cofinancement à la GFIP avec le mail d'accord d'éligibilité de la CARSAT. Et la GFIP nous renverra le tableau récapitulatif des décisions, donc chaque début de mois, en nous disant voilà le type de matériel qu'ils prennent en charge, le coût total, le montant FIPU retenu et le montant qui a été accordé par la GFIP. Et ainsi, on pourra décider de la partie qu'on viendra compléter. Donc, bah, du coup, on a L'entreprise bien, fait par sa demande exemple, sur Net Entreprise comme pour les autres demandes, comme pour les autres subventions FIPU. Donc, si on prend un exemple sur un sujet donc, qui a été réalisé donc, chez vous, donc, dans un EHPAD, on a eu une étude de poste donc, par Cap Emploi pour un salarié. Donc, le salarié, pour le coup, était agent de service ASH et il était RQTH. Et donc, en fait, l'annexe 4 rédigée par le médecin du travail stipulait apte à temps partiel avec aménagement de poste en cours. Et donc, en fait, le médecin du travail avait préconisé une autolaveuse. Alors là, pour le coup, ça rentrait dans le cahier des charges, mais dans tous les cas, quoi que le médecin aurait prescrit, nous l'aurions pris en charge. Donc, nous avons pris en charge avec Cap Emploi l'autolaveuse et l'autolaveuse a été financée à 100%. alors, ok, merci. Donc, pour la suite, c'est vrai que souvent dans nos webinaires, on va parler d'organisation-prévention, voilà, pour stabiliser et structurer son établissement pour pouvoir appréhender au mieux les risques professionnels dans ces établissements et l'amélioration des conditions de travail. Donc, à ce titre-là, le FIPU ben, nous propose quand même quelque chose d'intéressant. Et donc, on va passer à la dernière action FIPU. Et donc là, on va prendre en charge des frais de personnel qui seraient dédiés à la prévention des risques ergonomiques. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux entreprises d'acquérir en interne les compétences nécessaires à l'animation et à la mise en œuvre d'un projet de prévention des risques ergonomiques. Alors, dans le cahier des charges, donc en fait, il nous faut la participation forfaitaire au financement des frais de personnel d'un salarié dédié à la prévention, donc qu'il soit en CDI ou en alternance. Ce qu'on va vous demander, c'est le contrat de travail du salarié et une attestation que le poste occupé par le salarié est lié à des actions de sensibilisation et de prévention des facteurs de risque ergonomiques. Donc, des documents complémentaires pourront être demandés pour compléter la demande. Donc, je prends un exemple. Si la demande que vous faites pour le salarié et que le salarié, en l'occurrence, n'est pas un salarié qui est spécifiquement dédié à la prévention des risques ergonomiques, on pourra vous demander, par exemple, si on prend le dirigeant d'un EHPAD, on pourra vous demander, ou l'adjoint, on pourra vous demander euh, le, un avenant, enfin, si vous avez mis en œuvre un avenant à son contrat de travail qui stipule le nombre d'heures qui est alloué chaque mois à la prévention des risques ergonomiques. On pourra vous demander le plan d'action qui est mis en œuvre par ce salarié pour la prévention des risques ergonomiques, voir la fiche de poste du salarié qui va nous faire apparaître les missions prévention. Et Alors, donc c'est vrai là, le que plafond sans accord de branche est de 8 235 euros et avec accord de branche, il est de 10 000 euros. Alors, c'est vrai que souvent, l'animateur prévention, que ce soit l'animateur prévention du secteur sanitaire médico-social ou l'AP ASD pour l'aide à domicile,
Aujourd'hui, ce sont des formations qui sont dispensées par des OF et qui permettent un salarié d'avoir une montée en compétences pour pouvoir prendre en compte ses missions dans l'établissement. Souvent, on a eu la reco, vous savez, la R23 qui faisait un point sur justement quel était le temps qu'on pouvait allouer sur cette mission, en se disant que déjà le salarié par lui-même a des activités professionnelles qui sont dues à son métier. Et donc, c'était aussi de savoir quel était le profil du salarié pour pouvoir répondre au mieux à cette demande. Dans la recommandation R23, qui est une recommandation régionale PACA-Corse, vous aurez quelques éléments de réponse. On disait 20%. Mais si Stéphanie, j'ai mon salarié ou ma salariée qui est sur un 20% de son activité, 10% de son activité sur cette mission-là, il a droit à la totalité de cette aide ou elle est segmentée en disant si on fait un ratio? Moi, Frédéric, j'ai pas entendu le début de la question. Le début de la question, c'est de se dire, voilà, par rapport à sa mission, souvent dans un EHPAD, c'est un certain temps qui est alloué, mais on ne peut pas avoir quelqu'un qui a 100% sur cette mission. Complètement, oui. L'aide, elle est à 100%, même si le salarié n'est pas à 100%. Complètement, complètement, D'accord. bien sûr. Même si le salarié consacre 20% de son temps sur la prévention des risques ergonomiques, l'aide sera bien de 8 235 € sans accord de branche et 10 000 € avec accord de branche. Par contre, Alors, cela pour toute la durée de la COG, hein, c'est-à-dire jusqu'en 2028. L'établissement pourra en bénéficier une seule fois. une seule fois sur la durée. OK. Voilà. Vous entendez, mais bon, les 20%, c'est un repère, hein, donc il va pas falloir faire tirer des comptes avec un tableau Excel pour justifier des 20%. Mais l'idée à retenir, c'est que c'est pas nécessaire que cette personne, ce salarié ou cette salariée, soit à 100% sur la mission pour bénéficier de cette aide. Ben, du coup, on parle d'aide, on parle de financement, on parle de plafond avec les accords de branche. Donc, je te propose qu'on aille plus en avant sur l'aspect financier. D'accord. Donc, en fait, on va regarder ici les plafonds par un type d'investissement. Donc, en fait, je le disais tout à l'heure, donc en fait, sur les actions de prévention, donc le plafond par type d'investissement, donc diagnostic, formation, équipement, le plafond est de 25 000 €. Sur les actions de sensibilisation, le plafond est également de 25 000 €. Sur les aménagements de poste, le plafond est également de 25 000 €. Et pour les salaires de préventeurs, je vous disais 8 235 €. Tout ça, c'est sans accord de branche. Donc avec un plafond pour les entreprises de moins de 200 salariés qui est à 75 000 €. C'est-à-dire qu'une entreprise peut avoir une subvention action de prévention, une action de sensibilisation, un aménagement de poste, et en fait, elle va pouvoir avoir 75 000 €. Pour les entreprises de plus de 200 salariés, le plafond est à 25 000 €. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a plus de 200 salariés, si elle fait une action de sensibilisation à hauteur de 25 000 €, elle ne pourra plus prétendre à autre chose. Le montant minimum de l'investissement est de 1 429 € hors taxe, puisqu'on est sur une prise en charge minimum de 1 000 € par subvention. Il n'y a pas de réservation, on est uniquement sur des factures acquittées. On peut avoir plusieurs demandes possibles de prise en charge pour atteindre ce plafond, hein. Par exemple, sur les équipements, vous pourrez demander à la fois des rails en H, à la fois une autolaveuse et potentiellement un bac à fond constant, et tant qu'on n'a pas atteint les 25 000 €. Les travailleurs indépendants qui cotisent à l'assurance volontaire accident du travail, donc effectivement, donc, ils peuvent en bénéficier également. Et donc, en fait, on va faire un petit zoom maintenant. Et donc, c'est peut-être là qu'il y a le scoop, je ne sais pas. Attention. Alors, OK, je reprends la main et on arrive à un moment important de notre présentation, puisque Oui, est bonjour à, établi ici accord de branche, mais Madame Séguenot, s'il vous plaît, oui, éclairez-nous. bonjour à toutes et à tous. En fait, on vient tout juste d'avoir l'information comme quoi notre accord de branche, dont on vous a déjà parlé par le biais de nos publications relatifs aux métiers particulièrement exposés aux risques ergonomiques, donc qui a été signé en tout début d'année, le 4 février exactement, et qui a été étendu, eh bien, vient d'être validé par la commission accident du travail et maladies professionnelles au niveau donc interprofessionnel, et donc les métiers dont il s'agit dans cet accord ont été intégrés à la cartographie des métiers. Et ça, depuis hier. Donc, nous disposons bien sûr d'un accord de branche, ça vous le savez, mais surtout, il est applicable depuis hier, ce qui signifie
que les plafonds revus à la hausse qui vont vous être présentés sont applicables pour l'avenir. Mais je laisse les experts nous le préciser. Juste un dernier mot. Bien sûr, sur cet accord, vous bénéficierez d'une fiche technique qui vous sera communiquée par le biais de notre newsletter RH, puisqu'il liste certes les accords comme la loi nous y oblige pour faciliter pour vous, il liste les métiers pour faciliter pour vous l'accès au FIPU, mais par ailleurs, il comprend également un certain nombre de mesures de prévention technique, humaine et organisationnelle pour vous aider en la matière. Voilà, je repasse la parole à nos experts. Merci, Madame Séguenou. Donc, effectivement, sur cette partie-là, il faut savoir qu'il n'y a pas d'effet rétroactif, puisque nous le rappelons, les fonds proposés sur le FIPU sont des fonds qui sont proposés sur le fait de facture acquittée. Facture acquittée, donc la facture acquittée doit être postérieure à la date de signature de cet accord pour pouvoir avoir sa prise en charge. Donc après, c'est des aides qui sont plafonnées, mais qui, nous rappelons-le aussi, on voit par exemple pour les risques ergonomiques, pour les établissements de moins de 200 salariés, un plafond de 50 000 euros. Ok, mais c'est 50 000 euros possibles à capter, sous-entendant si aujourd'hui, par rapport à mon projet d'établissement, je fais appel au FIPU pour équiper de matériel technique, mais je ne peux pas en prendre plus que le financement que je pourrais apporter parce qu'on est quand même sur un reste à charge de 30%, puisque l'aide est de 70%. On pourrait se dire que s'il reste encore des sous à récupérer sur le FIPU, tant qu'on n'arrive pas au plafond, on peut puiser dans cette ressource. Ça, c'est Alors, la partie importante. Et Stéphanie, alors si tu peux un peu mieux rentrer dans le détail, s'il te plaît. donc cet accord de branche est hyper favorable, puisqu'en fait, pour les établissements de moins de 200 salariés, en fait, le plafond par type d'investissement est revu à 50 000 euros. Donc, taux de prise en charge, donc je le répète pour la facture acquittée, donc M. Gérald venait de le dire, mais 85%. Et le plafond par structure, en fait, il passe à 125 000 euros, avec des frais de personnel de prévention. Donc là, pris en charge, le forfait qui était de 8 235 passe à 10 000 euros. Bon, par contre, sur les établissements de plus de 200 salariés, les plafonds, alors le taux de prise en charge a été revu à 85%. Par contre, le plafond par structure n'a pas été revu, quant à lui. Alors, du coup, ça me ramène 85% de participation. Quelle est aujourd'hui une offre qui peut vous aider à 85% de participation? Aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité de pouvoir, par exemple, on en parlait tout à l'heure sur les rails plafonniers, de se dire, OK, je peux me lancer dans l'équipement, je peux me lancer dans la poursuite de mon équipement. Donc, ça ouvre des perspectives très favorables pour l'établissement et les conditions de travail de vos salariés, et plus particulièrement, évidemment, les aides-soignantes, si on reste sur cette thématique-là. Donc, ça serait dommage de s'en priver, puisque au regard des obligations d'employeur sur les obligations de résultat aujourd'hui, on va revêtir tous les champs qui nous sont demandés. Alors là, on parle, ok, mais Stéphanie, si on pouvait, voilà, tu peux nous dire un peu plus de choses sur les chiffres pour leur secteur d'activité. On en est où aujourd'hui? Alors, on en est où? Alors, c'est vrai qu'on est déçus quand même. Alors, on est déçus parce qu'en fait, l'enveloppe nationale sur le FIPU est de 120 millions d'euros sur 4 ans. Il faut savoir que l'enveloppe PACA-Corse, donc je vous disais en début de webinaire, en fait, donc 12 millions et demi, donc 10% PACA-Corse. Et le budget consommé pour la région PACA-Corse, pour votre secteur, alors que monsieur Gérald vous disait tout à l'heure que vous représentiez 10% des salariés, c'est uniquement 5%. Donc, en fait, si on regarde ce qu'on a financé en 2024, on a financé 2 tracteurs pousseurs, on a financé 2 tables élévatrices, on a financé 14 rails de transfert en H avec moteur, on a financé 3 formations et on a financé 32 autolaveuses. Voilà, donc c'est vrai que c'est dommage en fait. Et donc là, ce sera encore plus dommage demain avec un taux de prise en charge à 85%. Donc, si on regarde les actions de prévention dont ont représenté 67% des actions de votre secteur, les salaires de préventeurs 28%, les aménagements de poste 2% et les actions de sensibilisation 3%.
Donc, si on regarde maintenant en euros, Oui. Alors, attends, parce que voilà, ça a été un peu vite. alors Pardon. du coup, en euros, donc en fait, on a eu 76 demandes payées donc, en 2024. Donc, on en a eu 10 sur le code risque, donc accueil, hébergement en établissement pour personnes handicapées, 47 sur accueil, hébergement en établissement pour personnes âgées, 2 sur les services d'aide sociale à domicile et 17 sur les établissements de soins privés, y compris les centres de réadaptation fonctionnelle, autre institut pour la santé. Donc, il faut savoir qu'on a financé au total, pour vos secteurs d'activité, 574 000 euros en 2024. Donc, 174 000 euros sur des actions de... Alors, pardon, 394 000 euros sur les actions de prévention, 174 000 euros sur les salaires de préventeurs et 5 300 euros sur l'aménagement de poste PDP. C'est vrai que des fois, on nous a retourné sur le terrain en disant, oui, monsieur Gérald, ok, le FIPI, mais c'est sur facture acquittée quand même. C'est-à-dire qu'on doit faire l'avance, s'assurer qu'on est bien dans la liste limitative, si on fait par rapport au risque ergonomique. Ben, nous, ce qu'on vous propose à chaque fois, c'est de s'y rapprochez-vous de votre préventeur de secteur pour dire, voilà, moi j'ai un projet qui rentre dans le FIPU, mais je voudrais m'assurer qu'on soit OK au niveau du contenu. Donc, nous, on pourra travailler sur l'aspect technique, c'est-à-dire le besoin, pas sur le type de fournisseur, bien évidemment, mais ça pourrait être aussi un temps fort sur, ben oui, est-ce que c'est bien des raillages que vous allez mettre? S'il dit non, mais moi, c'était des rails courbes, ben attention, non, c'est vraiment des raillages qu'il faut. Donc voilà, ce conseil et cet accompagnement que vous pourrez trouver chez vos préventeurs de secteur, puisque vous savez qu'on est organisé sur PACA Corse par secteur géographique, ben, ne vous en privez pas si vous avez des doutes. Et des fois, le début de cette aventure avec le FIPU, ben, ça en était un frein, puisque le contrat de prévention, bon, à chaque fois on vous retourne cette info, c'est ne commandez rien avant que le contrat de prévention soit signé pour pouvoir bénéficier de la subvention. Le FIPU, ben, c'est l'inverse. Et si quelqu'un a des doutes, ben, rapprochez-vous, ben, je le dis encore une fois, rapprochez-vous de votre préventeur pour partager avec lui vos doutes et qu'il puisse au mieux essayer de répondre à votre question. Les services de Stéphanie Barthélémy sont à votre écoute aussi et vous avez un lien pour une boîte directe sur laquelle vous pouvez vous poser vos questions. Donc ne vous privez pas, il y a des budgets, il y a un financement, il y a un accord de branche qui vient encore uploader sur cette aide. Donc je pense que voilà, tous les voyants sont vraiment ouverts pour se dire, je peux engager ma démarche de prévention, je peux poursuivre ma démarche de prévention. Voilà, parce que le cœur du sujet il est bien là, hein, c'est de mettre en œuvre, il y a des sous, mais c'est au service de quelque chose et cette aide financière est au service de vos projets. Alors, Compléter ok, ce que dit Monsieur Gérald, il faut savoir qu'aujourd'hui, donc sur la CARSAT Sud-Est, on est sur une consommation du budget FIPU donc de 12,5 millions d'euros pour l'année 2025 à hauteur de 24%. On est au mois de juin. Donc en fait, c'est pour vous dire qu'il reste beaucoup de budget. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment, c'est si vous avez des doutes sur l'éligibilité de vos matériels, dans tous les cas, vous avez notre boîte mail générique. Donc vous aurez notre adresse mail générique en fin de webinaire. Donc il faut vraiment, donc fipu@carsatdusudest.fr. Donc il faut vraiment nous questionner et nous demander avec le numéro de SIRET de l'entreprise, hein, voilà, et le matériel que vous souhaitez acheter. Et donc derrière, on pourra vraiment vous renseigner. Il faut savoir que derrière cette boîte mail générique, ce sont des vraies personnes, hein. Ce sont nos experts des incitations financières là, qui répondent au chat en direct. Et donc, c'est eux qui vont vous répondre, c'est eux qui vont vous accompagner dans vos projets. Et donc, ensuite, il faut savoir que quand un dossier est bien monté, je veux dire, on ne peut pas non plus parler de problème de trésorerie, parce que si un dossier est bien monté, je veux dire, si tous les éléments sont déposés sur Net Entreprise, on va dire à J plus 5 semaines, l'entreprise sera réglée. S'il n'y a pas d'aller-vient entre le secteur et l'entreprise, parce qu'il y aurait des pièces manquantes. Donc, je veux dire, on est capable aujourd'hui de traiter un dossier et de payer en 5 semaines. alors, Si tout est pratico-pratique. complet, si tout est bien posé. Stéphanie, pratico-pratique. Ok, ça y est, je suis convaincu. On y va. Comment on y va? Alors, comment on y va? Donc, en fait, déjà, il faut être à jour des cotisations auprès de l'URSSAF, puisqu'en fait, on va vous demander
pour la constitution de votre dossier sur notre entreprise, on va vous demander votre attestation URSSAF. Il faut être adhérent à un service de prévention santé-travail. Il faut avoir son document unique d'évaluation des risques à jour de moins d'1 an. Il faut avoir informé le comité social économique. Il ne faut pas avoir d'injonction de cotisation supplémentaire en cours et il ne faut pas avoir demandé un contrat de prévention, donc avoir mis en place un contrat de prévention donc avec un préventeur depuis moins de 2 ans. Donc en fait, pour tout ça, ici, vous avez un lien qui est dessous, en fait, où vous pouvez cliquer, vous avez un webinaire de 30 minutes qui vous explique concrètement comment faire votre demande sur Net Entreprise. Un élément aussi intéressant à partager, c'est que dans ma stratégie de financement de mon projet prévention, plusieurs aides s'offrent à nous. Bon, là, on met en lumière le FIPU, mais on a toujours le contrat de prévention avec la Convention nationale d'objectifs qui est signée aujourd'hui. Donc, dans la stratégie, c'est commencer par le FIPU, si toutefois c'est possible, et ensuite aller sur le contrat de prévention pour des postes qui n'auraient pas pu être pris dans le FIPU au regard de la liste restrictive, mais qui, au regard de mesures de prévention, pourraient être éligibles. Donc voilà, il y a aussi cette dimension qu'on doit garder à l'esprit. Et tout à l'heure, tu nous disais, premier arrivé, premier servi. Alors, effectivement, on est sur cette logique du premier arrivé, premier servi. Par contre, je veux dire maintenant, vous voyez, quand je vous dis aussi que sur les 12 pays, on n'a consommé que 24% aujourd'hui, on est fin juin. Donc, en fait, aujourd'hui, on a du budget, on a de l'argent. Donc, mais c'est vrai que c'est le principe du premier arrivé, premier servi. Les demandes sont reçues uniquement via le téléservice. Les entreprises donc présentent des factures acquittées qui font référence au service fait, donc il n'y a pas de gestion de réservation. Sont éligibles les équipements qui sont livrés et des prestations qui sont réalisées sur l'année en cours, donc l'année 2025. Cela signifie que pour le lancement sont pris en charge uniquement les investissements qui sont réalisés à partir du 1er janvier 2025. La livraison de l'équipement et la réalisation de la prestation doivent concerner cette année 2025. L'entreprise devra également présenter des attestations pour s'assurer des conditions d'attribution. Donc, en fonction des différentes subventions FIPU, en fonction des différents cahiers des charges. Donc, je pense que voilà, on a essayé de partager avec vous tous les éléments qui pourraient contribuer à la mise en œuvre de votre projet prévention. Aujourd'hui, voilà, là, on arrive à la fin de notre présentation. Je vais enlever le partage. On va peut-être laisser Frédéric, peut-être sur la dernière diapo, tu sais, il y a le contact, Ah, j'ai pas. nos contacts. Je crois que je l'avais affiché. Allez, je repartage. Mais dans tous les cas, vous l'aurez, Madame Séguenot vous l'a dit tout à l'heure, vous l'aurez, elle sera à votre disposition. Mais c'est vrai que sur la dernière page, vous avez, Voilà. vous avez les différents contacts. Et donc, vous avez le lien vers le site Net Entreprise pour faire votre demande. Et notre mail fipu@carsatsudes.fr sur lequel on pourra vous répondre à toutes vos questions. Voilà, donc c'est dit. On vous remercie pour votre attention en espérant avoir été utile à votre projet et répondu à l'ensemble de vos questions. Et si toutefois ce n'était pas le cas, bien évidemment, on les récupérera pour essayer d'y répondre plus tard. Alors, peut-être comme on est au stade des questions-réponses, je me permets, pour que les choses soient bien claires, je me permets de poser quelques questions, Monsieur Gérald, si vous en êtes d'accord. Je voudrais savoir si vous pourriez nous rappeler les différences majeures du fait de votre expertise entre le contrat de prévention et donc qui est lié à la signature de la CNO par notre organisation et dont peuvent bénéficier donc nos adhérents et le FIPU. Si vous pouvez vous en avez un peu parlé, mais peut-être sur les items, les postes qui peuvent être pris en charge. Alors, les grands sujets, le contrat de prévention, c'est une convention nationale d'objectifs qui a été signée entre la branche et la CNAM. OK. À l'intérieur de cette convention, vous avez des éléments d'appréciation, c'est-à-dire des objectifs généraux et ensuite des objectifs particuliers sur les TMS. Donc, c'est vrai que pour bénéficier de cette aide, il faut qu'on rentre quand même dans un sujet sur la prévention des risques professionnels. Le FIPU, lui, c'est sur
liste limitative ou quand c'est de l'aménagement de poste, ben, on ouvre le champ du possible avec la médecine du travail. Mais la différence majeure entre les deux, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais peut-être une association des deux pour mettre en œuvre mon plan de financement tout autant que ce soit possible, ben, c'est que dans le contrat de prévention, on va aller regarder tout ce qui va améliorer les conditions de travail des salariés. Et aujourd'hui, par exemple, ben, les lave-linges, sèche-linges à hauteur ergonomique, ben, dans le FIPU, on n'en parle pas. Alors que pour autant, c'est très bien. Aujourd'hui, la ventilation dans la partie restauration, dans la cuisine, on n'en parle pas. Et pourtant, on peut y participer dans le contrat. Les salles de bain avec les douches à l'italienne. Aujourd'hui, dans nos rénovations, pour remplacer nos bacs à douche historiques, ben, le sol ben, est pris en compte évidemment avec la notion de résistance à la glissance adaptée R11, mais en attendant, ça fait partie du champ du possible. Dans un contrat de prévention, je peux travailler aussi ben, sur d'autres champs. Et on pourrait parler par exemple du parking, l'accueil visiteur. Quand j'arrive sur mon établissement, comment est organisé l'accueil des gens qui y viennent. Sur un contrat de prévention, on peut ouvrir, on a parlé de formation, animateur prévention, PRAP2S, avec le module accompagner la mobilité. Retenez ce point, c'est peut-être le point clé pour vos activités. Vous regarderez sur les NRS, accompagner la mobilité, de quoi on parle. Mais c'est ça aussi qui est intéressant. Sur l'éclairage, on peut travailler sur l'acoustique. L'acoustique de l'accueil, souvent, c'est un endroit de, voilà, de circulation, de croisement d'entrants et de sortants, de personnes qui sont là pour regarder les autres passer. Donc, on peut travailler aussi sur l'acoustique. On peut travailler sur l'ergonomie du poste de travail de l'accueil. On peut travailler sur les ambiances thermiques, notamment dans les circulations ou dans les pharmacies. Donc, le contrat de prévention ouvre sur d'autres points. Donc, c'est pour ça qu'en termes de stratégie, ben, je commence par le FIPU pour se dire, voilà, qu'est-ce que je peux bénéficier dans le FIPU? Et ensuite, je le répète une énième fois, avec l'accompagnement de mon préventeur de proximité, ben, c'est je partage avec lui mon projet global. Et on va faire ensemble, dire, ben voilà, passez par là, et après on se voit ensemble, et on instruit le contrat de prévention sur tout ce qui n'a pas pu être pris par le FIPU et qui pour autant améliore bien évidemment les conditions de travail des salariés. Et vous voyez quand même que le champ de possible est bien plus vaste que le FIPU. Donc, il y a cette Merci dimension-là. beaucoup. Vous avez un petit guide qui reprend ces éléments pratiques au-delà de l'enregistrement du webinaire, parce que ces illustrations, je pense pour les adhérents qui ne sont pas forcément en continu dans le sujet, telles que vous venez de les donner, seraient très, très, très précieuses. Alors, très précieux, on n'a pas de guide spécifique parce que le champ est tellement large. En disant, il n'y a pas une liste, comme, par contre, comme celle qu'on peut avoir dans le FIPU. Par contre, ce qu'on a, ben, qui est peut-être plus précieux, ben, c'est l'intervention des préventeurs Oui, qui, eux, dans vont chaque pouvoir région. aussi vous aider à vous affranchir de cette barrière des fois psychologique en disant, oui, mais ça, je ne peux pas le faire prendre en compte, ça ne rentrera pas dans un contrat de prévention. Ben, nous, Bien on sûr. va regarder ben, s'il y a une dimension prévention. Oui, effectivement, il y a certains exercices qui sont à prendre en compte, qui est bien animateur. S'il y a une notion de rail, on va le prendre. Mais d'autres sujets en disant, ben non, des fois, les chaises avec les roulettes. On s'est dit, ouais, quand même, je vais pas demander. Mais oui, oui, il faut le demander. On peut vous aider. Les tables de restauration à hauteur variable, on peut. Les chariots de nettoyage, bien évidemment qu'on peut. Donc voilà, c'est, je pense, cette richesse plus importante que de faire une liste. On pourrait établir une liste, mais sauf qu'on risque par la liste, des fois, ben, de se priver d'autres éléments et de s'enfermer ben, dans une nouvelle liste restrictive. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Non, mais c'est très bien. Et dans le cadre du guide que nous allons faire, effectivement, bien sûr, pour valoriser l'accord de branche et tout ce que vous venez d'expliquer, on pourra peut-être aussi donner des illustrations telles que vous venez de le faire, qui valorisent aussi la complémentarité du contrat de prévention. Juste deux points, effectivement, pour répondre aux questions. Le webinaire n'est pas terminé. On est arrivé au stade des questions-réponses, donc vous pouvez continuer à poser vos questions dans le cadre du chat et on va essayer de vous y répondre au fur et à mesure. Juste vous dire deux choses, que si vous avez des demandes pour étendre la liste limitative telle qu'elle a été présentée en début de webinaire, donc des équipements, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, ces demandes, parce que nous les remonterons au MEDEF qui quand même régulièrement renégocie sur ce sujet au niveau interprofessionnel et peut faire évoluer les choses. Avant qu'on prenne les autres questions qui s'affichent, peut-être Marjorie, tu voulais ajouter quelques éléments.
Oui, merci beaucoup Fabienne. Oui, juste une précision. Parmi les participants, il y a des représentants des services à domicile. Donc, on vous a parlé de majoration du fait d'un accord de branche. Donc, cet accord de branche ne concerne que la branche de l'hospitalisation privée, donc ne concerne que les EHPAD et ne concerne pas les services à domicile. Donc, c'est évidemment, et je ne parle que de la majoration. Vous êtes bien évidemment éligible aux aides, mais sans les majorations prévues par les accords de branche. Voilà, c'est ce que je voulais apporter comme précision. Bien sûr, les établissements sanitaires sont concernés par cet accord, puisque on est bien EHPAD d'établissements sanitaires dans la branche de l'hospitalisation privée. Insister sur quelque chose, Madame Voilà. Segno. Très bien. Donc, en fait, sur les contrats de prévention, en fait, on pourra malgré tout, même si on n'a pas un document aussi détaillé que la présentation qu'a pu faire Monsieur Gérald, mais en fait, on pourra vous faire parvenir un triptyque sur ce qu'est un contrat de prévention et comment il peut être mis en place. Ça, on a le document qui existe. Donc, Je ça, on va pense pouvoir le que faire. ça serait complémentaire au moment où on D'accord. va communiquer sur notre accord en lien avec évidemment le webinaire et la communication de votre diaporama. Je pense que ça sera d'un point de vue complémentaire et pour avoir quelque chose de complet, très intéressant en effet. Merci par D'accord. avance. Donc ça, et je réinsiste, hein, Monsieur Gérald l'a très bien dit, mais je réinsiste parce qu'en fait, quelquefois, on y est confronté en fait dans les dossiers. Donc, on fait une demande de SPT, de subvention prévention ou de FIPU avant un contrat de prévention. Parce qu'en fait, à partir du moment où on fera un contrat de prévention, il faudra attendre 2 ans avant de faire une demande de subvention ou demander un FIPU. Donc, on fait vraiment dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on demande une subvention ou on demande une subvention FIPU. Toujours, on fait tout ça avant de demander le contrat. Mais bon, Monsieur Gérald l'avait bien dit, mais je réinsiste vraiment pour que ce soit vraiment bien clair pour les participants. Alors, c'est vrai qu'il y a une question, je viens de voir passer une question sur les parkings et je disais pour la signalétique, notamment pour les visiteurs. Ben, c'est vrai que dans le champ du possible, si vous estimez, enfin vous estimez, si on peut observer que ben, la voie de circulation, le parking est plein de nids de poules et que ça peut être un risque de chute de plein pied par glissade pour vos salariés, ben, ça pourrait rentrer dans une aide financière au travers d'un contrat de prévention. Mais il faut se rapprocher du préventeur. Pourquoi? Parce que c'est aussi l'appréciation qu'on va avoir sur des points aussi particuliers, sur l'éligibilité ou pas, et la dimension prévention, voilà, qui sont là pour avoir ça. Des fois, sur les machines, on a la même approche, on ne subventionne pas la machine, on subventionne la part prévention de certaines machines qui sont demandées. Est-ce que ça serait possible de rappeler les 4 ans là qui sont les 4 années, puisque on est bien d'accord que ces plafonds et ces taux de prise en charge, donc désormais 85%, s'appliquent sur 4 ans. Finalement, c'est pas annuel, je l'ai vu plusieurs fois dans les questions. Et quelles sont les 4 années là en cours? Là, on est sur jusque l'année 2028. Incluses. Oui, incluse. Par ailleurs, je vois une question, si un équipement a été acheté et livré en mai 2025, quel est le financement du FIPU, 70 ou 85? Je sais qu'on revient sur la question de la rétroactivité, mais peut-être il faut bien... Bon, on ne revient pas sur la rétroactivité, hein, Madame Segno, donc Non, ça, non. je l'avais bien dit, Je ce ne sera dis- pas rétroactif. voilà. D'accord, d'accord. C'est ce Ce que ne je sera voulais pas dire. rétroactif. Donc Par là, contre, si la demande n'a pas été faite, là, dans ce cas-là, on sera sur du 85%. donc dans l'exemple qui est sur le chat, quel est le financement si ça a été livré en mai 2025? On sera sur 85%. Si le dossier n'a pas été monté et pas demandé, on sera sur 85%. Même s'il a été acheté et livré en mai 2025. Oui, oui. Voilà. Île-de-France, pour l'Île-de-France, c'est Monsieur Da Silva, qui est l'ingénieur conseil et en charge de votre secteur d'activité. Donc, ben, vous pourrez retrouver les coordonnées, bien évidemment, sur. Madame Segono, voilà, nous a dit une chose importante et moi aussi je tenais à la souligner. Depuis le début de la présentation, on dit que le FIPU, la liste restrictive, la liste restrictive. Et je partage tout à fait cet éclairage qu'a apporté Mme Segono sur, attention, cette liste est évolutive. Elle a déjà évolué plusieurs fois. Je ne sais pas si Stéphanie nous pourra dire combien de fois elle a évolué, mais on pourrait se dire,
Oui, mais c'est très restrictif parce que finalement, moi, pour mon secteur d'activité, j'ai 3 ou 4 lignes qui me concernent. Ben, la force de vos fédérations, c'est de pouvoir faire remonter les demandes de ces adhérents pour dire, voilà, nous, collégialement, on se dit que ce poste-là, ben, on aimerait bien qu'il fasse partie de cette liste. Et cette liste est évolutive, donc elle n'est pas figée dans le marbre en se disant, mais pour 4 ans, c'est fini. Non, elle évolue parce qu'il y a cette notion d'écoute des entreprises. Donc, soyez force de proposition. Voilà, c'était la phrase que je voulais dire. On n'y manquera pas. Je vois qu'il y a plusieurs questions sur le cumul avec les financements CLACT par l'ARS. Je ne sais pas si vous pourriez y répondre. Alors, il y a des exemples, et notamment en Île-de-France, justement, où ben, on arrive au 100% d'aide financière par rapport au projet, que ce soit le FIPU, est complété par l'ARS. En PACA Corse, je n'ai pas encore posé la question si on appliquait cette règle. Est-ce que c'était quelque chose qui était sur le territoire ou des particularités, puisque chaque caisse quand même est autonome en fonction des régions. Donc, c'est une question qui reste ouverte aujourd'hui. Alors, toujours pareil, dans la recherche, il y a aussi les appels à projets, sous-entendant dans le champ du possible des acteurs de la prévention qui pourraient nous aider dans notre projet. Ben, des fois, ben, l'ARS aussi peut être un acteur dans vous accompagner dans votre projet prévention. Donc voilà, il faut élargir son champ. Nous, aujourd'hui, on est dans un périmètre particulier, mais sachez qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent vous aider aussi, bien évidemment, et l'ARS en fait partie, comme la CNSA plus largement, mais qui intervient au travers des ARS, par exemple. Alors, si j'avais eu la question, pourriez-vous nous donner la cartographie des préventeurs sur PACA Corse? On l'a de suite, c'est sur le site de la CARSAT du Sud-Est. Maintenant, pour ce qui est du territoire français, je n'ai pas la chance, moi non plus, d'avoir ce regard. Par contre, on peut vous donner la liste de vos interlocuteurs sur la région, puisqu'il faut savoir qu'on est 16 CARSAT, 4 CGSS et une CRAMIF aujourd'hui en charge de l'assurance maladie sur les risques pro. Et donc, on a un groupe qui est établi sur les référents SMS. Donc, voilà, s'il y a besoin, je pourrais vous transmettre cette liste. Vous m'envoyez un mail à frédéric.gérald@carsatsudest-du-6 carsat-sud-est et .fr. Et puis, on vous communiquera ça. Donc, on arrive aussi avec nos collègues. Je pense que aussi Sandra et Fabien ont aussi leur relais. Je vois que ça circule très bien, c'est parfait. Ouais, ouais, c'est parfait. Merci à eux. Alors, Pas sûr qu'il y ait de questions en suspens ou d'autres. voilà, juste un petit point de détail, puisqu'on parle des CARSAT, ok, ou des CGSS et de la CRAMIF. Chaque CARSAT est autonome. Une convention nationale d'objectifs comme un FIPU, et c'est sur le territoire. Mais pour le contrat de prévention, il y a aussi une appréciation du niveau d'intérêt en termes de conditions de travail qui peut être différente ou du moins prononcée en fonction des CARSAT et des sujets qui sont partagés. Donc voilà, il y a quand même quelque chose d'important à voir. C'est bien sûr pour un contrat, rapprochez-vous de votre préventeur, peu importe la région, parce que ça sera un partenaire précieux pour vous aider à conduire votre projet prévention. Et peut-être même aussi vous éclaircir sur ben, des fois des freins qu'on a en se posant certaines questions. Il dit non, quand même, ça, je ne peux pas le demander. Ben oui, ne vous privez pas, parce que quand on demande, le pire qui puisse nous arriver, ben, c'est juste qu'on nous dise non.
Mais j'ai l'impression qu'au niveau questions, Madame Séguenot, on est pas mal. Euh, J'espère que Sandra et Fabien, c'est OK de votre côté aussi. Je pense qu'on a répondu à l'essentiel des questions. Alors, il y a énormément de questions sur les contacts dans les autres caisses. Après, c'est vrai que pour le coup, ben, j'invite les entreprises à se connecter sur le site de leur CARSAT et puis de regarder sur le portail Info Entreprise pour aller rechercher les coordonnées de leurs préventeurs par région. Pour retrouver du coup les coordonnées des préventeurs par région. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir, s'il y a encore des questions complémentaires, c'est que vous puissiez, par l'intermédiaire de la FHP ou du CINERPA, nous les communiquer et nous y répondrons, bien sûr, en lien avec nos experts de la CARSAT Sud-Est, que je tiens à remercier pour la richesse et la précision de leur intervention, vraiment très intéressant. Donc, vous l'avez compris, on est dans un cadre en plus qui vous permet de bénéficier de subventions supérieures finalement par rapport à ce dont vous pouviez bénéficier jusqu'à présent, puisque l'accord de branche sur le champ sanitaire et médico-social donc a été validé par la CATMP. Donc évidemment, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations dans le cadre du flash qui permettra d'accéder au replay, au diaporama. On essaiera également de vous mettre la liste des questions-réponses et par ailleurs, nous allons, vous l'avez compris, d'où d'ailleurs nos questions à la CARSAT Sud-Est, faire un guide sur notre accord de branche et pour faire évidemment le lien avec l'accès au FIPUF et au contrat de prévention. Donc merci encore et puis je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi. Merci aussi. Merci.